Bonjour et bienvenue à la cérémonie des Thé d'Or 2020. Nous sommes en compagnie de Pauline et Julien de la chaîne Pepperpot Team. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes ici pour débriefer des meilleurs films de l'année 2020. Oui, il y en a quand même eu malgré cette année cinéma assez étrange. Donc on remercie Pauline et Julien de nous accueillir pour la 3e année consécutive. Merci. C'est déjà la 3e fois qu'on débriefe l'année ciné ensemble. En 2018, c'était sur leur chaîne Pepperpot Adventure, et l'année dernière, c'était déjà sur cette chaîne-là, donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Comme l'année dernière, on a décidé qu'on n'allait pas présenter nos top 10, même si vous pourrez retrouver les top 10 respectifs à la fin de la vidéo, nous avons décidé de catégories, et on a élu un film dans chaque catégorie, ou 2 films. Par rapport à l'année dernière, on n'a pas nominé 4 films, et après on en a choisi un, parce que on fait ce qu'on veut. Aussi, on a vu beaucoup moins de films. On n'a pas forcément vu les mêmes films aussi. Mm. Il y a beaucoup moins de films qui sont sortis au cinéma, il y en a eu beaucoup plus en VOD. Et on s'est rendu compte que on avait vu forcément beaucoup moins de films que l'année précédente, et pas forcément les mêmes. Et donc il y a certaines choses où on avait envie d'en parler, et on n'avait pas forcément envie de parler du même film pour la même catégorie. C'était assez compliqué à choisir pour certains. Donc, voilà. On va avoir 9 catégories, des mentions honorables où on parle de films très rapidement, avant de passer aux grands vainqueurs, les films qu'on a mis en haut de nos tops cette année. Donc la scène qui nous a le plus marqué cette année, c'est une scène du film Jojo Rabbit de Taika Waititi, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est comme ça. Avant toute chose, il faut préciser que cette scène est un énorme spoiler du film, donc si vous n'avez pas vu Jojo Rabbit, vous pouvez tout de suite passer à la catégorie suivante. Maintenant qu'on est entre gens qui ont vu le film, ou alors des gens qui n'en ont rien à faire de se faire spoiler, tant mieux pour vous. C'est une scène où on a le petit Jojo qui chante tout guiré, machin. Et en fait, on découvre des chaussures qui pendent dans le vide, et on reconnaît les chaussures de sa mère, donc sa mère qui est résistante, alors que c'est en Allemagne nazie. Et en fait, du coup, sa mère a été pendue, et on découvre ça de manière absolument affreuse en découvrant juste les chaussures Juste de les sa pieds, mère. en fait, on Voilà, verra jamais c'est le ça. corps ou quoi, on voit vraiment juste les pieds qui flottent. Donc moi j'ai trouvé que cette scène était extrêmement bien foutue, parce que pendant tout le début du film, en fait la caméra insiste vachement sur les chaussures, enfin elle filme beaucoup les pieds de la mère, avec ses chaussures qui ont quand même une couleur très caractéristique et tout, et pendant tout le début du film, je me suis dit, mais pourquoi il filme tout le temps ses pieds? Et quand arrive la scène et que tu vois ça, mais tu comprends en fait pourquoi on insistait là-dessus, c'est vachement bien foutu, je trouve. Ouais, c'est du foreshadowing très bien fichu, pour parler très technique. Ça, c'est le principe, ce qu'on appelle le setup payoff, en fait, c'est tu mets en place un truc, donc t'as le setup, et plus tard dans le film, t'as cet élément qui va revenir, et là t'as le payoff, et tu comprends pourquoi ce truc a été introduit à la base, quoi. Et c'est toujours montré dans des scènes... Enfin, à chaque fois qu'on voit ses pieds pendant le film, c'est toujours des scènes assez mignonnes, des scènes où c'est vraiment la maman et son fils qui ont une certaine complicité. Et donc vraiment, ça rend la scène encore plus affreuse, quoi. En fait, ce qui est assez frappant en fait dans la relation de la mère et du fils, c'est que c'est des scènes où l'enfant redevient juste un enfant, alors que le reste du temps, il essaye quand même d'être un nazi en fait, parce que la société lui oblige. Et quand on voit les pieds de la mère, tout le reste du temps, il redevient vraiment un enfant qui a une relation privilégiée avec sa mère. Et la scène, elle est très bien fichue parce que en fait, va voir un plan séquence, en fait, donc du coup sans coupure de caméra, qui suit Jojo Rabbit qui se balade dans la ville. Ça commence avec lui qui essaye de recoller des affiches de propagande parce qu'il aime bien Hitler, parce que il fait partie des jeunesses hitlériennes. Et puis, il se désintéresse de ça pour suivre un papillon. Et donc, du coup, là, on le voit redevenir un enfant. Et donc, du coup, la scène nous prépare à une scène très mignonne. Et quand on voit les chaussures, il y a vraiment une rupture nette. Et c'est vraiment à partir de là où il ne pourra plus être un enfant, en fait. Parce qu'il vient de voir sa mère décédée devant ses yeux. C'est joyeux tout ça. Ça commence très bien ce top. Hein. Ah bah on met la barre très haut direct, hein. L'ambiance est, le cadre est posé, l'ambiance est posée. Et 2020, c'était pas joyeux, et ben voilà, et comme ça. Alors donc, Hayley Bennett dans Swallow, qui joue le rôle principal d'une femme qui est atteinte de la maladie de Pika. Rien à voir avec le Pokémon. Fallait que je le dise. C'est-à-dire cette maladie qui avale des choses
qui sont censés ne pas être avalés, de la terre. Des piles, Des comme Du ça. verre, Ouais, des choses des pas piles. très Ouais, comestibles, voilà, quoi. des choses même pas sensibles. Des choses que tu risques de te couper. Ce qu'il faut aussi dire quand même, c'est que cette femme est enceinte à ce moment-là, ce qui rajoute bien sûr à la gravité de cette maladie, puisqu'elle met en danger sa vie, mais aussi celle de son bébé, de son enfant. C'est ça. Et là où on a choisi cette actrice, c'est qu'elle, je trouve que elle arrive vraiment à interpréter avec beaucoup de nuances ce personnage. Et il y a quelque chose de très envoûtant dans la façon dont elle le joue. On est vraiment fasciné par cette personne et elle arrive à nous, sans parler, nous faire comprendre tout le mal-être en fait de son personnage qui en vient à devoir avaler des objets pour se sentir vivante. Et c'est en se sentant vivante, du coup, qu'elle risque de mourir. Du coup, il y a vraiment tout un paradoxe et le rôle, il est vraiment bien C'est interprété, poignant. quoi. Et l'actrice joue un personnage très fermé, en fait. C'est ça. C'est Tu vas être ça. très fermé. En fait, on n'arrive pas au début, c'est compliqué, je trouve, de s'attacher à ce jeu où ce personnage est très, je sais pas comment dire, très dans son monde un peu. Elle Lunaire. évolue vraiment dans un... Le personnage évolue dans un monde qui ne lui ressemble pas et où du coup elle est complètement... c'est un jeu complètement hermétique pour une femme qui vit dans un monde complètement hermétique en fait. Elle se reconnaît pas du tout dans ce monde-là Il y en a fait. le côté aussi assez patriarcal où finalement elle n'a pas le droit de parler, son avis ne compte pas puisque tout ce qu'elle a à faire, c'est justement s'occuper du foyer et devenir enceinte. maman. Voilà, devenir maman. Mais c'est ça, le message du film, c'est ça, c'est de dénoncer l'aliénation, en fait, quelque part, de cette femme qui est dans ce monde complètement étriqué, où elle est réduite à son rôle de femme au foyer, et qui la pousse à avoir ce trouble-là. Et c'est pas un rôle qui est évident, je trouve, parce que c'est une maladie qui est assez peu connue, c'est un comportement qui paraît étrange. Tu te dis, mais la nana qui fait ça, elle est complètement aliénée, complètement folle, quoi. Mais c'est fait avec beaucoup de délicatesse, c'est pas dans le jugement ou dans quoi que ce soit. Sur Solo, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est que au début, c'était vraiment il passait complètement en dessous des radars, quoi. Quand il y a eu la promo et tout ça, personne n'entendait parler de Solo. Il a été très mal distribué et le film a quand même bien fonctionné. Et ça m'a fait plaisir, ouais. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Et du coup, il est passé dans beaucoup plus de salles que prévu à l'origine. Ce qui, généralement, est quand même plutôt un signe de qualité quand un film est très mal distribué et arrive à rester plusieurs semaines et aller dans plus en plus de cinéma. Vrai. Donc, laissez-lui sa chance, quoi. Ouais. Enfin, je pense il vaut le coup. Donc du coup là on a nominé 2 films parce qu'on n'a pas forcément vu les mêmes films en animation cette année. À l'heure où on parle, nous n'avons toujours pas vu Saul sur Disney+. Alors, Au on parle, moment- il est sorti hier en même temps. Voilà. Et, Nous, on l'a vu. et donc du coup, à l'heure où la vidéo sortira, nous l'aurons vu. Mais en attendant, nous allons laisser parler Pauline et Julien du film. On rappelle la catégorie animation de l'année. Comme l'année dernière, on s'arrête plus sur la technique d'animation que sur vraiment le film lui-même. Et vraiment, ce film, ça va être compliqué à écrire. En fait, déjà, c'est un film magnifique. Je pense que le truc, pourquoi on le met dans cette catégorie-là, c'est parce que ça mélange beaucoup de styles. Ouais. Ça mélange le style Pixar habituel, un peu, mais vraiment, les dernières technologies, ça se voit que c'est. Il y a des fois, on voit des images, on dit, mais c'est dessiné, c'est On un dirait des film, photos par moment, ouais. On dirait des photos, et ça mélange avec un style beaucoup plus enfantin. Oui, vraiment le style Pixar par rapport vraiment à on se croirait vraiment à New York par moment. Les décors, c'est bluffant, vraiment. Et il y a un autre style qui vient s'ajouter à ça, qui est un style à base de lignes qui voyage un peu dans l'espace et tout ça, avec des couleurs beaucoup plus fluo, flashy et tout ça, lumineuses, et qui vont voyager comme ça par moments dans les décors, et ça fait un mélange absolument détonnant qui... En fait, j'étais vraiment bluffée devant ces techniques d'animation. C'est un film sublime, et quel dommage qu'il soit pas sorti au cinéma, hein. C'est un film absolument magnifique. Donc là, on va vraiment parler que de ça. Après, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu. Après, on peut parler de la fin, parce que bon, à la fin... C'est vraiment un très très beau film. Rien que pour ça, il faut le voir. C'est hyper... Enfin, au niveau de la réalisation et de la technique d'animation, c'est vraiment un film
Il m'a fait ma fin d'année. On l'a vu hier, mais je voulais absolument en parler parce que regardez ça va vous faire des bonnes vacances, quoi. Ça, les gens vont le voir à la fin des vacances. Ouais. Ah bah oui. Oui, bon, écoutez, vous regardez ça un soir, c'est bien. Ouais. Avant la rentrée, quoi. Nous, on l'a pas vu, mais on ne doute pas de la qualité de l'animation d'un film de Pete Docter qui a quand Non, même il y a fait pas de Monstres et souci. compagnie, là-haut et vice versa. Du coup, c'est quand même déjà du lourd et C'est ça. on a hâte de le voir, évidemment. Donc là, on va parler d'un beaucoup plus petit film. Donc on va parler de Calamity de Rémi Chaillet, qui avait déjà réalisé le très très beau Tout en haut du monde, qui est sorti il y a quelques années maintenant, et qui avait déjà ce style graphique qui est assez particulier, qui est... Peinture. Ouais, c'est ça, c'est plus aquarelle, vraiment des grands aplats de couleurs, enfin, c'est un style qui est très coloré, très beau, et qu'on voit surtout assez peu en animation, finalement. C'est vrai que maintenant on tourne un peu plus vers des trucs animés à la studio Pixar avec Mais sans le budget. voilà, ouais, avec ou sans le budget, hein, selon le studio, mais ouais, vraiment très numérique, animé par ordinateur, avec un style qui a tendance à être assez homogène, un peu tout le temps pareil, et là on a un style qui se Très démarque personnel. justement de ça. Pour son auteur, ouais. C'est vrai que j'adore Pixar, hein, vraiment, mais c'est vrai que on peut être des fois un peu triste de voir qu'il y a une certaine homogénéisation de l'animation. Je précise que pour moi le problème ne vient pas de Pixar, le problème vient des studios qui ont moins de moyens de Pixar et qui essayent de refaire Oui, voilà, du mais- Pixar. Parce que c'est ça qui fonctionne, Mais et qu'il voilà, faut bien vendre mais son film. par quoi. exemple, si on pense à Disney, du coup, c'est un petit peu tout, a un peu tout appliqué sur Pixar et a abandonné l'animation 2D, l'animation traditionnelle. Et j'ai rien contre l'animation en image de synthèse, mais c'est dommage de voir des techniques qui tendent à disparaître en fait. Et c'est pour ça que quand il y a des auteurs qui viennent comme Rémi Chaillet et qui proposent une animation très personnelle, de l'animation traditionnelle où on a vraiment l'impression de voir de la peinture bouger, c'est très très impressionnant. Très très beau. Après Calamity, je l'ai un petit peu moins aimé en tant que film que son premier film parce qu'il y a quelque chose de plus enfantin en fait. C'est vraiment réservé aux enfants. Après le film reste très chouette, il y a de beaux messages sur le féminisme, sur la confusion des genres, etc. Puis c'est une belle aventure qui se passe au Far West, qui suit Calamity Jane. Mais au niveau d'animation, sans avoir vu Soul pour le moment, c'est vraiment l'animation qui m'a le plus bluffé. Il y a des tout petits budgets, hein. C'est un film qui a un budget minuscule. Déjà son premier film, toi tu l'avais rencontré et je crois qu'il disait qu'il avait du mal à monter son film. Moi je l'avais vu au Festival Anima de Bruxelles quand il est sorti et il a mis plusieurs années à le produire, ça a été assez compliqué. Produire un film d'animation c'est vrai que c'est pas facile et celui-là en particulier comme ça touche un public de niche si tu veux et qu'il n'y a pas un gros studio derrière pour financer, c'est toujours un peu compliqué de sortir un film comme ça. Donc c'est chouette que cet homme il ait pu ressortir, retravailler sur un autre film. Et en plus que celui-ci a été beaucoup distribué quand même, hein. Il a été dans beaucoup de salles, dans beaucoup de plus que villes. tout en haut du monde. Plus que dans tout en du monde. J'ai Peut-être l'impression. parce que c'est justement calibré plus enfant et que du coup un film d'animation pour enfants ça marche bien. Mais du coup je suis heureuse, vraiment heureuse que cet homme puisse faire son art. Je trouve ça bien en fait parce que les deux films qu'on présente, ils sont assez complémentaires parce que donc il y a un tout petit film qui fait des choses artistiquement très chouettes et un grand film de studio Qui fait des choses artistiquement très chouettes. Qui et donc essaie du coup ce qui justement de prouve changer, que ouais, ce qui prouve que finalement le budget ne fait pas tout et que quand il y a une vision d'auteur derrière, on peut faire des belles choses. C'est ça, que ce soit un blockbuster ou un petit film, à partir du moment où le projet est intéressant, bah ça peut donner des très chouettes choses. Ouais. Ouais, ça a vraiment été une énorme claque, ce film. J'ai vraiment hésité à le mettre en top 1, finalement, de 2020. Vous verrez plus tard, j'ai pas mis celui-là. C'est pas un film d'horreur, déjà. À la différence, finalement, de un film à glacer le sang l'année dernière, c'est un film qui te glace le sang, c'est un film qui te retourne, et qui joue avec certains codes du film d'horreur. Mais c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un film d'horreur. Si vous voulez voir un film à la Insidious, vous allez être assez déçus. C'est à mi-chemin entre le film à ambiance et le film un peu, enfin avec un contexte historique, Social. Bah, c'est ça, ouais. Ça prend en fait des thématiques fantastiques. Ça reprend une vieille légende pour se la réapproprier. Et à partir de là, aussi une critique sociale une critique sociale sur le contexte politique actuel du pays. Et là, en fait, où le film est fort, c'est que du coup, la Llorona, c'est une femme qui vient pleurer ses enfants morts et perdus, et donc viennent hanter les responsables de cette mort.
Donc là où le réalisateur a été d'une intelligence folle, c'est qu'il réutilise cette légende pour parler des crimes, crimes de guerre, de dictateurs du Guatemala. Et donc du coup on suit une famille d'un homme qui se fait juger pour ses crimes. Et donc du coup on a le point de vue du coupable en fait. Et c'est assez rare je trouve dans ce genre de film où souvent on va parler plutôt des victimes. Là on parle du coupable de ses actes, qui essaye de rester digne malgré tout, qui essaye de rester cette espèce de pater familias, qui écrase tout le monde. Sa femme, elle a pas le droit de parler. Sa fille, elle essaye de se rebeller contre cette attitude, mais elle n'y arrive pas vraiment. Et donc, du coup, on va voir finalement un homme meurtrier, coupable, tomber au fur et à mesure en tant que victime, en fait. Victime de la Llorona. Et c'est ça qui est très fort dans le film. De sa victime qui prend sa revanche, comme avec le tribunal qui va justement lui montrer les faits, l'accabler avec les faits et lui mettre un peu dans la merde, quoi. Et où du coup, ce tribunal qui se retrouve dans la figure de cette légende de la Llorona qui commence du coup à le hanter, à l'obséder et à le remettre voilà, le nez dans la mer. C'est la merde. Non, mais disons que ça marche vraiment très bien, ce parallèle entre ce mythe et le monde réel, quoi. Enfin, et ça marche. C'est un mélange qui marche très bien. On est toujours à mi-chemin à pas savoir si ce qu'on voit est réel ou est-ce que c'est fantastique. Et tout le film, j'ai passé un peu à me demander est-ce que c'est des choses qu'il imagine ou est-ce que ça se passe vraiment, en fait. Et c'est ultra efficace. Et moi, il y a surtout le tout dernier mot, parce que c'est même plus dans la scène, quoi, c'est sur un écran noir, qui, pour le coup, m'a vraiment glacé le sang, et qui est le moment qui m'a le plus glacé le sang de toute l'année. C'est même plus le film, enfin, il n'y a plus l'image, quoi. Enfin, une scène qui te hante encore. Une scène qui me hante encore. Le numéro de visa à la fin, là. Mais il y a un gros travail sur l'ambiance, en fait, qu'on dit, oui, un film d'horreur, un film fantastique, c'est avant tout une ambiance, machin, mais là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que pendant tout le film, il se passe, au final, pas grand-chose d'horrifique, mais il y a une tension sous-jacente de ouf, et tu te dis, à tout moment, il va se passer un truc, il va se passer un truc énorme. Et à la fin, quand ça explose vraiment et qu'il se passe le truc, comme t'as attendu tout le film dans cette tension-là, bah t'as la satisfaction d'avoir cette scène finale avec la vengeance de la mère bafouée et tout, et c'est hyper fort, quoi. C'est vrai qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ils sont reclus, en fait, dans leur grande maison, dans leur grand manoir, avec des manifestants tout autour qui veulent vengeance. Et donc, du coup, on est vraiment dans un état de stress permanent pendant le film, parce que on entend au loin les bruits de foule qui scandent. Tout est pour que ce soit un grand film fantastique, un grand film social. Et puis voilà, un film qui glace le sang. J'ai quand même l'impression que tous les films d'horreur ou à tendance horrifique qui sont sortis cette année, enfin qu'on a vu tout du moins, hein, j'ai vraiment l'impression que c'était que des films un peu sur cette vibe-là, vraiment jouer sur une ambiance oppressante, se reliant à un contexte social. Parce que par exemple Antebellum, Is Out, c'est des films qui rentrent complètement, même Vivarium, c'est des films qui rentrent tous dans cette case, et c'est que des films que j'adore. Alors, l'année dernière, nous vous avons parlé d'un espèce de rite initiatique où plein de gens poussaient les fesses d'un couple qui copulait. On vous avait aussi parlé d'une femme qui copulait avec un frigo. Donc du coup, cette année, on s'est dit qu'on allait vous parler de quelqu'un qui faisait du sexe avec un manège. C'est pas une comédie, et c'est pas un film qui est là pour se moquer de ces gens qui tombent amoureux d'objets, de manèges, etc. Le film est très doux, en fait. Il est très bienveillant, et il critique même les personnes qui jugent, en fait, cette relation-là. Tout en montrant les limites, évidemment, d'un tel couple. En montrant qu'elle se met en danger parfois. Mais il y a un personnage qui dit très justement à un moment que elle fait de mal à personne, et elle, ça lui fait du bien. Alors qu'est-ce que ça peut faire tant qu'elle fait de mal à personne, en fait. C'est ça. Et c'est vraiment un film qui est dans cette optique-là, qui ne juge pas les actions de cette personne, et sans dire qu'il faut tomber amoureux d'objets, quoi. Enfin, ça tombe pas non plus là-dedans, ça montre juste simplement une femme qui aime. Ça peut aussi être une métaphore, en fait, Jumbo, sur une mère
qui doit accepter que sa fille n'a pas une relation telle qu'elle le souhaitait, et etc. Sans aller dans la suranalyse, il y a vraiment quand même la mère qui doit accepter sa fille telle qu'elle est et la soutenir malgré tout, malgré ce qu'elle pense de sa relation avec le manège. Et ce qui est marrant, c'est que toute cette... En fait, au début, sa mère ne l'accepte pas du tout. Ça va spoiler, bon, tant pis. À la fin, elle l'accepte un peu plus grâce à un personnage qui arrive un peu de nulle part. On a quelqu'un qui arrive en plein milieu du récit et qui vient un peu chambouler toute cette relation en étant là, en fait. Et j'ai trouvé ça super original, en fait. Mais en plus, il arrive vraiment de façon complètement anecdotique. Ouais. Au début, on le voit pas, on le voit une fois de temps en temps. Et petit à petit, il prend vraiment l'importance. Et c'est un personnage que j'ai trouvé très touchant parce que c'est du coup un personnage extérieur qui est celui qui comprend le mieux, en fait, cette fille qui... En fait, tous les gens dont elle est proche et tout ça, personne ne la comprend. Et ça va être justement un étranger qui va se montrer le plus compréhensif avec elle et faire changer un peu les mentalités et l'épauler, en fait, là-dedans. Mais c'est vrai que c'est un film qui est extrêmement touchant, qui est très très beau en plus. C'est les scènes où justement elle est avec son manège et où son manège prend vie devant ses yeux. Et visuellement, c'est superbe. c'est magnifique et puis ça fait vraiment une espèce... justement, en plus, c'est un manège, ça tourne et tout, et du coup, il y a une espèce d'envolée avec ça, de tournoiement. Il y a toutes les scènes avec cette espèce de liquide noir, là, qui représente comment elle sombre petit à petit dans son délire, là, c'était très... C'est très érotique, très poétique, et étrangement très beau, malgré ce que ça représente. Et je rappelle que c'est une première réalisation, et que du coup, la réalisatrice, je pense qu'elle a énormément de potentiel, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire après, parce que c'était vraiment un film génial, quoi, pour une première réalisation. Et donc, du coup, la catégorie parle du couple. Noémie Merlan. Voilà, parlons un petit peu de Noémie Merlan. On va pas parler du manège, parce qu'il joue très bien, hein, c'est pas la question. Mais... Moi, je suis quand même ultra impressionnée. Ouais, très bien animé, les chorégraphies de manège et tout ça, fallait le faire quand même. Le choix du manège, le manège est vraiment super bien choisi, parce que la façon dont il bouge, les lumières et tout ça, c'est très beau, quoi. C'est fait vraiment une chorégraphie avec l'actrice, quoi. Et puis Noémie Merlan, du coup, l'année dernière, est sortie Portrait de la jeune fille en feu, et on a beaucoup parlé d'Ada Lenner. À raison. Mais Noémie Merlan, il faut pas l'oublier, c'est une actrice qui est vraiment géniale, qui fait des choix de carrière audacieux. Pour elle décide de jouer un homme trans, elle devrait pas. Mais quand on compare ces deux rôles, on voit à quel point sa palette d'actrices est large. Oui, parce que les deux rôles n'ont rien à voir. N'ont rien à voir, et elle les joue avec une justesse, mais incroyable. Tu l'avais pas du tout reconnu, d'ailleurs. d'ailleurs. Ah non, moi je ne l'avais pas reconnu. Ah ouais, mais elle est méconnaissable. Mais même sa voix est vachement transformée par rapport à Portrait de la jeune fille en feu, c'est assez bluffant. Sa voix, sa carrure, son jeu, son On dirait qu'elle a 10 ans de moins. Oui, je ne comprends pas. C'est fou. Mais on a l'impression qu'elle a 16 ans. Ouais. C'est sidérant. Donc voilà, on a été très touchés par un film où Noémie Merlan couche avec un manège. Et si vous avez des a priori sur ce film, on vous comprendra. Mais laissez-lui sa chance. C'est un film incroyablement doux et bienveillant. Ouais, et très touchant, très poétique même des fois. Ouais, non mais c'est un film qui fait du bien. C'est C'est étonnant à quel point ce film fait du bien. Maintenant, on vous parle d'un film très feel good, bon, que Pauline et Julien n'ont pas vu. Mais que nous on a vu, et qu'on que a beaucoup aimé. Beaucoup de gens ont vu finalement, car ça a été un succès complètement inattendu. Je pense que c'est un film qui est arrivé au bon moment. Un moment entre les deux confinements où il n'y avait pas grand-chose qui sortait au cinéma, et où est apparu un film qui propose juste de la joie, finalement, et qui fait du bien. C'est vraiment feel good, quoi. Enfin, l'histoire, en gros, c'est une institutrice qui a une liaison avec un parent d'élève et qui, pour les vacances, décide de s'incruster dans la rando que fait ce père avec sa famille dans les Cévennes. Et avec un âne, petit twist. Un âne, ouais. Parce que du coup, pourquoi un âne ? Parce que ce chemin est connu pour avoir été celui que l'écrivain Stevenson a pris après une peine de cœur. Donc Stevenson, c'est lui qui a fait notamment L'île au trésor. Et donc du coup, il en a sorti un livre qui a parlé comment ce chemin... Voyager avec un âne dans les Cévennes. Hein, ça lui a permis de
se remettre de cette peine de cœur. Et donc, du coup, on pourrait s'attendre à un film à la française, avec beaucoup de quiproquos, oh là là, c'est rigolo, parce que la femme trompée ne sait pas qu'elle sympathise avec la femme qui trompe, entre guillemets. Eh ben, pas du tout. C'est un film qui prend à travers toutes les attentes qu'on en a. Et puis, c'est un beau moment, et puis il y a un âne. Cet âne m'a l'air très important. Ah, Parce que- l'âne est très important. L'âne est capital. L'âne est très important dans la capital. film. L'âne, c'est un peu... J'aurais dû le mettre dans la meilleure prestation de l'année, en fait. Limite, meilleur couple à l'écran, t'aurais pu mettre Laure Calamy et son âne. Non, mais parce que- c'est pas une relation, mais c'est une belle relation amicale, c'est profond. C'est ça, et c'est marrant beau. parce que le film repose beaucoup sur son actrice principale. Et Calamy, ouais. il y a cette espèce d'alchimie qui se crée avec l'âne au fur et à mesure et c'est marrant parce que tu la vois. Non mais je sais à quoi tu penses, Julien. Mais non. L'actrice principale, je suis heureuse de voir que elle a un premier rôle dans un film qui marche autant. Car c'est une actrice qui a beaucoup galéré, qui a eu énormément de tout petits rôles et qui a explosé suite à la série 10%, où elle est excellente. Mais elle Et- est très drôle cette actrice, elle elle est formidable. Elle est dans sa simplicité, sa fraîcheur, fait que on a envie de la suivre partout. Elle nous dit, moi, je vais aller dans les Cévennes avec un âne. Elle dit, mais ouais, mais vas-y, viens, on te Mais suit, ça, mais c'est quoi. presque un What Woman Show en fait. Le premier tiers du film, c'est juste elle qui marche dans les Cévennes avec son âne et qui raconte sa vie à son âne, mais c'est tellement drôle ce qu'elle te raconte. C'est tellement... Ah ben moi aussi j'en ai Voilà, vu non, un. mais en fait, le film, voyez-le, mais il est trop bien. c'est pas un des meilleurs films de l'année. Mais c'est juste un film qui fait du bien. C'est ça. On rit. On est touché. Et il y a des beaux paysages. Et puis voilà. Et l'âne Patrick. Et l'âne Patrick. On t'aime Patrick. Ah, on connaît son prénom maintenant. C'est Désolé, Patrick. m'a spoilé. Puis moi, quand je vais voir un film avec Marie et que Marie hurle de rire et pleure de rire en voyant un âne qui braie, Elle est trop drôle cette eh ben phrase. moi, ça me fait plaisir. Alors, deux salles, deux ambiances, après on te met dans les Cévennes parce qu'on va parler d'un film beaucoup plus dur et qui s'est pris une vague de haine démesurée Injustifié. et injustifiée, parce qu'on va parler du coup de Mignonne. Mignonne, donc qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes filles, elles ont quoi, elles ont 12-13 ans, qui participent à un concours de danse. Le concours de danse est un peu très féminisé, enfin très adulte en fait. Le sujet du film, c'est l'hypersexualisation des jeunes femmes, et même de manière générale, j'ai envie de dire, le fait qu'on pousse les jeunes filles à vouloir grandir trop vite. En fait, parce que en fait, l'héroïne, t'as d'un côté sa mère qui s'apprête à... Non, on va pas se marier, c'est le père de sa mère qui va se marier une avec deuxième fois. Deuxième épouse. Pour polygamie. Et qui, du coup, sa mère qui veut la préparer à devenir une future femme au foyer, à faire la cuisine, à faire tout ça, et qui lui donne plein de cours pour la préparer à ça, et qui veut donc la faire grandir trop vite. C'est sa grand-mère aussi qui lui donne plein de Sa grand-mère plus que sa mère, pardon. Et du coup, de l'autre côté, ses amis qui la poussent à rentrer dans ce concours de danse, et qui lui apprennent des danses un petit peu suggestives et tout, et où elle se rend pas compte, en fait, elle, quand elle le fait, elle aime juste danser, mais qui peuvent lui attirer des regards déplacés, etc. Mais c'est ça, Ouais, c'est tout ça. le truc du film, en fait, c'est que elle, quand elle voit sur YouTube des Nicki Minaj et compagnie danser de façon très sexuelle, elle le reproduit. Mais Et voit elle pas s'amuse le avec mal. ça, mais elle voit Ouais. absolument pas le mal, parce qu'elle a un regard très enfantin encore dessus. Et finalement, c'est plus le regard que portent les autres personnes sur elle qui est problématique, plutôt que ce qu'elle fait, où elle reproduit juste ce qu'elle voit à l'écran, en fait. Le problème, c'est qu'en fait, la polémique s'est faite autour du fait que Netflix, aux États-Unis, a mis une image où on voit les gamines en train de danser dans une Dans des position tenues très très, lascive, voilà. avec la tenue très dénudée. Et en fait, c'est parti sur ce film fait l'apologie de la pédocriminalité. L'hypersexualisation, machin. Alors Alors que que le c'est film l'inverse, dénonce. en fait. C'est Mais l'inverse complet. Cette image de toute façon c'est la scène finale un peu du film, enfin c'est pas la fin mais Ouais, c'est ça. c'est le Qui est justement une scène horrible. Mais oui, la scène est quand t'es dedans, c'est glauque, c'est dégueulasse. C'est d'un balèze infini, et c'est Ouais. dur. Et c'est long, et c'est Oh là long. là. Et tu vois les spectateurs, t'en vois qui sont de la moitié qui sont dépités, t'en vois qui sont tu vois des Ouais. mecs un peu contents de regarder ça, enfin c'est Ouais, enfin, du des coup, pères de famille un peu contents et tout, c'est Et- horrible cette scène. Et en fait, cette scène a été découpée
mise sur Twitter en dehors du contexte, en gardant uniquement les têtes des pères un peu et tout. Et en fait, il y a juste un extrait, même pas la scène entière, qui a été coupée et qui a été mise sur Twitter pour en fait dire regardez ce film qui fait l'apologie. Après, en voyant cet extrait, c'est sûr que c'est ce que tu ouais. dis. Mais il faut avoir vu tout le film, il faut Mais avoir vu arrêtez d'avoir des avis en regardant une minute de film sur Twitter. Bah, Mais oui. c'est ça, c'est ce que dit Julien là, il y a eu tout un cheminement pour y arriver. C'est fou comment des problèmes de com peuvent flinguer un film, quoi. C'est ça, parce que Mais du vraiment. coup, la réalisatrice, elle veut même plus faire de film, du coup. Alors que le film est franchement, vraiment ce bien. film est super bien. Au-delà de ce message qui est pertinent, la réalisation est superbe. Enfin, les jeunes comédiennes, elles sont douées, enfin... Et puis, ouais, c'est vrai que la mise en scène est géniale. Je me rappelle, moi, le tout dernier plan m'a vraiment frappé. Et, je le trouve très beau. Il est beau, le dernier. Pour Dernier montrer plan qu'elle magnifique. réussit enfin à faire la paix avec elle-même pour juste vivre son enfance. C'est ça. Et c'est un très beau message. Ah non, Netflix, ils ont vraiment chié dans la colle sur ce coup-là. Je pense qu'on peut leur... Ah, mais Pour totalement. le coup, on peut totalement leur imputer ce bad buzz et tout ce que le Ouais. film s'est pris dans la gueule. Ce film est très pertinent dans tous les messages qu'il dit sur la religion, sur la société, sur l'hypersexualisation, sur les médias, et sur le fait qu'on empêche aujourd'hui des enfants d'être juste des enfants et de vivre leur parcours d'enfant. Et... Bravo à toi, réalisatrice, et j'espère vraiment que tu t'en sortiras et que tu J'espère qu'elle arriveras à refera refaire des le films. film, parce que c'était prometteur, quoi. En tout cas, aimez-le, détestez-le, mais regardez-le Coupez et laissez-lui Twitter. sa chance. Coupez Twitter 24 heures et faites-vous votre avis. C'est ça, faites-vous votre avis, suivez pas ce que vous voyez forcément sur Twitter en voyant juste un extrait. Et si vous faites partie des gens qui sont allés harceler la réalisatrice ou les actrices, eh ben écoutez, vous êtes une merde. Là, pour le coup, des films, tous les deux, on les a tous vus. Oui, tous les quatre, on a vu les deux films. Ouais. Mais bon, on a ces deux-là se disputaient un peu la palme. Vivarium, c'est un film qui a pas eu de chance, en fait, parce que c'est un film qui est sorti juste avant le premier confinement, en février, mars. Et du coup, on l'a pas vu, on l'a loupé, et on l'a rattrapé après. Et c'est un film qui mérite d'être vu. Bah, c'est un peu ironique quelque part qu'il soit sorti juste avant le confinement, parce que c'est un peu l'histoire de gens qui sont confinés, finalement. Ouais. C'est le concept, en fait. C'est un couple, en gros, qui emménage dans un nouveau quartier, enfin, qui croit emménager dans un nouveau quartier, et qui, en fait, se retrouvent prisonniers de cette maison dont ils ne peuvent pas partir. On sait pas pourquoi, dès qu'ils essayent de partir, ils se retrouvent dans la même maison. Qui n'emménagent même pas. Qui vont forces, visiter une maison, et finalement, ils ne peuvent plus en sortir, et se ça, retrouvent avec un bébé sur les bras au bout de quelques semaines. Voilà. En gros, ça va un peu vite. C'est un peu le concept de la petite vie de famille en banlieue pavillonnaire, machin, avec papa, maman, le chien. En gros, c'est un peu leur notion de l'enfer, donc ils sont enfermés là-dedans et ils peuvent pas en sortir. En gros. Les deux acteurs sont incroyables. On savait déjà que Jesse Eisenberg est un très grand acteur, et il le prouve encore. J'ai pas du tout le nom de l'actrice, mais Imogen Poots, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Elle est géniale. Mais... Et c'est pas facile à tenir, quand même. Ils sont juste deux, quasiment, tout le film, tout seul, dans une banlieue. Visuellement, c'est super. Il y a des effets absolument bluffants. L'esthétique, le côté un peu banlieue, vraiment pavillon de copier-coller, banlieue. le décor de Desperate Housewives de l'enfer, là, avec les petites maisons. Que l'intérieur est super beau, super formaté. Propé. Ouais, c'est ça. Propé. Ouais, voilà. Catalogue, Ikea. Ouais, déjà, c'est un côté un peu obsédant de voir tout cet alignement de maisons identiques et tout ça. Mais c'est vrai que le climax, c'est vraiment le truc... Il y a un côté à la Poltergeist. Mais ça se rentre l'un dans l'autre, les décors qui évoluent. Enfin, c'est assez difficile de vous décrire. On ne dira rien de plus. On dira rien de plus, parce qu'il faut vraiment découvrir ce climax qui est très différent, en fait, du reste du film. Qui est complètement à part, en fait. Et du coup, ça fait vraiment une rupture, en fait, dans le ton, parce qu'il se passe pas grand chose dans le film. J'ai l'impression qu'on dit ça de beaucoup de films. En fait, le film a une ambiance tellement... On aime bien les films chiants, ici, à l'instant. Le film a une ambiance. Ouais, voilà. Qui est vraiment à part. Et, le visuel, forcément, joue là-dessus. Et, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues cette année. Bravo à The Jokers qui propose des films comme ça. C'est une superbe maison de distribution de films. Et, souvent, on peut leur faire confiance, quoi. On va pas tout aimer, mais au moins c'est des films qui proposent, qui ont de l'audace, quoi. Nous, ça fait partie des distributeurs où généralement quand on y va, c'est les yeux fermés comme il faut. Parfois il y a des déceptions, mais au moins ils tentent des choses ils tentent de distribuer des choses originales. Et donc du coup il y a aussi Lux Eternay. Du coup, qui pour le coup c'était UFO, non?
Oui, c'est C'est UFO. le- Oui, et ben voilà, on en parlait. Et ben, du coup, Ils sont là. voilà, les gagnants. Un film de Gaspard Noé, de Gaspard Noé, de Gaspard Noé. de Gaspard. Alors, si vous avez vu le top 2018 il y a 2 ans, C'est vieux. c'est Ouais. vieux, hein, et on avait eu un débat assez houleux sur Climax parce que c'était vraiment séparé ici entre des personnes qui avaient adoré et des Comme personnes qui aujourd'hui, il y étaient a une distanciation. plus sceptiques. Et on était plus sceptiques avec Marie, même si on reconnaissait que On avait quand même apprécié. le Gaspard film. Noé C'est était la fait des choses visuellement top. Un excellent plasticien. Et donc, Que du coup, Julien aime particulièrement Ouais. en plus. et donc, du coup, il s'avère que et ben cette fois-ci on est d'accord On a tous beaucoup sur aimé. Luc Saturné, c'est Mm. peut-être la première fois qu'on est d'accord sur un film de Gaspard Noé. Bah oui, on est toujours beaucoup plus positif que vous Ouais. sur les films de Gaspard Noé. Mhm. Mais qu'est-ce que c'était beau. C'était ouais. C'est déjà le film commence par un avertissement. Enfin déjà c'est écrit partout dans la salle de cinéma, mais ça commence par un avertissement disant si vous êtes épileptique, ne regardez pas ce film. Et c'est vrai que Eh je ben, ne vous conseille pas si ouais. vous êtes épileptique. Non, si vous êtes Ou alors vous allez désolé, mais découvrir non. que vous Non, l'êtes. mais ouais, c'est même Peut-être. pas, ouais, c'est même pas une blague en fait, c'est juste que Non, vous pour risquez de vrai, votre oui. peau en fait. Vous risquez votre vie. hein, Je si vous êtes pense que épileptique. tout le monde en regardant ce film s'est dit si attends, je suis épileptique et je ne sais pas. Ouais. Alors, c'est le moment de le découvrir. Et là, Je commence à stresser à la fin Roll du my film, ça beer. va. Mais bon, je suis pas épileptique. Ah, déjà, sans parler de l'aspect visuel, je trouve que au niveau, on reproche souvent avec Marie le fait que Gaspard Noé fait des films très beaux, mais qui sont un peu vains et on trouve que ça manque un peu de sens. Chacun jugera. Après, le sens, par exemple sur Climax, Julien trouve qu'il y a du sens. Bon, tant pis, on va pas reparler de Climax. C'était pas le sujet. Mais là, on était tous d'accord pour dire que le propos était super. Vraiment, bravo Gaspard. Bravo Gaspard. Fais Ah, des mais films, comme ça. fais des films courts. Du coup, tu tiens ton propos sur Ouais, 50 c'est un film minutes. très court. Ouais, mais c'est un moyen métrage et du coup déjà qu'il soit sorti au cinéma, ça prouve que Gaspard Noé, il a quand même son public. Parce Bah que oui, c'est il y a rare Il y a eu qu'il y ait du des films. monde en plus. Ouais, Il a il y a- vachement bien marché. Là, il y a un propos assez caustique sur du cinéma. Et c'est assez féministe en fait, et c'est assez étonnant quand tu connais le personnage de Noé qui est des fois un petit peu provoque sur le sujet, parce que du coup ça parle vraiment assez pertinemment du fait qu'il y a des actrices qui se sentent obligées de faire des choses pour réussir dans la vie, et que du coup, en règle générale, les femmes doivent faire des choses pour réussir, que ce soit dans le cinéma ou pas, et c'est super bien fichu, et c'est caustique. C'est une critique aussi de l'industrie du cinéma et de l'élitisme autour du cinéma aussi, Oui. de ce qui Oui, fait. le côté cahier du cinéma, c'est ouais, insupportable. voilà, il y a c'est un. le meilleur personnage du film. Et Oui, puis un ouais, jour, le film est drôle, Oui, c'est et on très s'attend drôle. pas forcément à ça quand on va voir un film Il- de Gaspard Noé, et le film est super drôle, quoi. Il est pas que drôle. Enfin, Il est c'est- pas que c'est- drôle, mais c'est moi, ça, j'ai il y a beaucoup des ri. moments où on rigole, quoi. C'est- Et Ce qui est vraiment rare pour un film de Bah Gaspard. ouais, oui, mais c'est oui. vrai Ah que oui, le oui, personnage c'est vrai que- de critique, en fait, c'est vraiment le critique des cahiers du cinéma ultra. quand il y a un bug technique et qu'il dit « Ah, il se passe quelque chose à l'écran. » alors que c'est aucun problème, quoi. Et mais c'est vraiment Noé qui en fout plein la poire des gens Mhm. qui surintellectualisent ces Avec films. les citations, je sais pas si c'est des vraies citations, c'est Ah des oui, conneries, mais t'as des citations de cinéastes De qui Jean-Luc. apparaissent. À des moments, genre, à un moment donné, t'as une citation de Godard avec signé de Jean-Luc en ça bas. se fout tellement de la tronche de Godard, c'est très drôle. Oui, c'est Et vraiment- c'est très visuellement, donc du coup, comme Oui, parce que d'habitude, oui, c'est pour ça. Noé, eh ben, c'est superbe. Il y a drôle. C'est magnifique. pas grand chose à dire en fait, à C'est part que léché. c'est beau, c'est léché. C'est hypnotisant. Mm. C'est le but en fait, c'est vraiment fait pour être hypnotisant. Tu vas rentrer de plus en plus. Au début, c'est une conversation, de toute façon. Au début, c'est une conversation entre deux personnes. Toujours avec Noé. J'aime bien C'est ça, ça, ouais. j'aime bien ça. Et on rentre dans ce cauchemar petit à petit, en fait, et à la fin, on est complètement dedans, mais même nous, en tant que spectateurs, on est dans le cauchemar, quoi. On peut pas s'en sortir, quoi. C'est ça, et donc là, Les effets sont tellement bien faits que ça t'attaque à toi, quoi. Il t'attaque toi. hein. Et- Le film Et- t'agresse physiquement. Ouais, il C'est t'agresse, c'est une voilà. et agression. donc du coup vraiment. la fin, donc du coup la fameuse partie qui n'est pas conseillée pour les épileptiques, ça dure, et donc nous on est mal, mais Ah mais c'est une épreuve. on t'es a comme du ça mal sur scène. à décrocher tellement. C'est D'un une autre côté expérience, c'est hein, fascinant, mais à la quelque fin chose. on est sorti de la salle, il y a eu, je sais pas, une petite minute où il y a eu un grand blanc, un grand silence, où on n'osait plus trop bouger, et dire, Ah, c'est pas levé C'est tout bon, de c'est suite. fini. Ouais, hein, c'est- on attendait. c'est fini. On attendait que ça finisse de clignoter dans les Ouais. yeux. Et c'est bien que le film soit court, Ouais, parce que je c'est- pense que si le film avait eu une durée de 1h30, 2 heures, Oui, non. ça aurait été trop, C'est le bon ça aurait été format. beaucoup trop lourd. Voilà, c'est C'est vraiment. vraiment très bien.
Oh oh oh, le meilleur film de plateforme, c'est la plateforme. est marrant. Et ça, pour le coup, c'était pas facile parce qu'il y avait un paquet des films de SVOD qui étaient très très bons cette année. Ouais. Bon, déjà parce qu'ils ont récupéré des films du ciné. Ouais, le contexte peu particulier de cette année fait qu'il y a eu beaucoup de films sortis directement C'est sur... pour ça que c'était pertinent finalement d'avoir une catégorie spécialement pour Ah oui. ça. Bah, après, c'est pas vraiment des films quand c'est sur la télé. Ah oui, c'est pas des vrais Ah films. oui, c'est pas des Alors vrais quand tu les regardes sur ton téléphone. Alors là, laisse tomber. Euh, Get real. alors, à la différence de ce qu'a dit un certain youtubeur qui commence par Du et qui termine par Randall, le film n'a pas été du tout produit par Netflix. Non. Parce qu'il a dit oui, regardez Netflix, gna gna gna. Non, le film a été acheté. Ils ont acheté les droits du film après parce que c'était un film de festival. Et donc du coup... C'était un succès surprise et pour la plateforme voilà. aussi, je pense. Et Je moi, pense qu'ils s'attendaient pas à ce que le ça film se marche fait pas. Et c'est peut-être parce que le contexte a fait que on n'avait plus le cinéma et que les gens avaient beaucoup de temps libre, qui font bon, bah on a regardé la plateforme. Mais C'était au tout début du confinement, Ouais, en ouais, effet, ouais. Oui, oui. Et on a tapé tout à l'heure sur Netflix sur leur gestion de Mignonne, mais si on peut féliciter Netflix sur quelque chose, c'est que ça permet quand même d'avoir un certain cinéma qui était beaucoup inaccessible avant, qui était très peu distribué en salle, d'avoir une visibilité énorme. Parce qu'un film comme ça, ouais, en salle, il aurait jamais été vu par autant de monde. Un film de genre espagnol... Ouais, le film est sorti au cinéma de façon tout à fait standard, il me semble, en Espagne. Et donc, dans le reste du monde, il a été distribué sur Netflix. Un petit peu comme Mignonne, au final. Un film à petit budget, en plus. C'est vraiment un film high concept, comme on dit, et donc, du coup, ça passe ou ça casse, en fait. Ouais. Dans ce genre de film, soit t'adores le concept et très vite, il y aura plus rien à dire et tu vas t'ennuyer. Soit t'es pris dedans et t'es accroché à ton Et siège. t'as quoi. presque envie que ça dure tout le temps, Ouais. de voir la vie de ce truc. Et donc là, c'est minimaliste, mais bah, ça a de la gueule, quoi. C'est Ça marche beau. super bien. Ça marche Ouais. super bien, le concept est génial et C'est un huis On est clos dedans. déjà. C'est super Ouais. prenant. C'est tout le principe, c'est que c'est un huis clos où ils sont. dans une grande prison. Ouais, voilà, c'est un type qui se retrouve dans une prison et il se retrouve bloqué dans sa cellule, mais en fait c'est une espèce de plateforme qui passe d'une cellule à l'autre parce que chaque cellule est l'une au-dessus des autres avec de la grand nourriture plateau de dessus nourriture. et plus t'es à un étage élevé, plus tu vas pouvoir te servir en nourriture et les gens tout en bas ils vont juste avoir les restes. Mais Voire rien du tout. Voire rien du tout en fait. Et tous les mois, il me semble, ils changent Ouais. L'étage, ouais. par un algorithme inconnu. Le fameux algorithme Netflix. hein. Ouais, ils changent d'étage et donc du coup de Et de co-détenus. Co-détenus, voilà. Et en fait, l'idée, c'est que normalement, quand t'as été dans un étage en dessous pendant un mois et que tu montes, tu as de la peine pour les personnes en bas, en disant, moi, j'ai été dans ce cas-là, et donc du coup, je vais manger avec parcimonie. Sauf que c'est pas ce qui se C'est évidemment produit pas du ce qui tout, se passe. et que C'est dès que ça, t'es la en haut, tu nature dis, humaine. fuck, et je crache Ouais. dans la bouffe des autres, et puis tant pis. Et je trouve que c'est quand même une belle métaphore du ruissellement, n'est-ce pas, Mmh. où on dit Ah mais oui, si c'est on ça. donne beaucoup d'argent en haut, ils vont en donner plein de sous aux gens en bas, et finalement les gens en bas ils ont que dalle. Il y a toute une critique de la société. On vit vraiment dans une société. Alors, on vit vraiment dans une société, alors là. Non, mais c'est super bien fait parce que c'est vraiment le truc qui se base sur une théorie et où en fait derrière bah c'est absolument pas le cas et même au contraire enfin ça réveille juste le pire des humains et c'est vraiment un film qui m'a fascinée, j'étais à fond dedans, je me demandais vraiment comment est-ce qu'ils vont réussir à se sortir de ce système où la plateforme on peut pas remonter dessus, enfin elle descend tout le temps et puis d'un coup elle remonte très Tu vite sais quand pas elle est en bas ce qui quoi. se passe quand elle remonte, tu sais pas si tu peux monter dessus et tu Ouais. sais pas si Ferrer t'arrives si t'es en empalé, bas. Ce tout petit film s'est retrouvé vraiment sans de l'attention, et à la différence de Mignonne, ça lui a vraiment Tu vas profiter. ça lui a profité, et c'est tant mieux quoi. Avant de passer au grand vainqueur, on va parler rapidement de films qu'on a beaucoup aimés, mais qui ne rentraient pas forcément dans des catégories. Borat 2, bah c'est la suite de Borat 1. Déjà, faut le savoir. Et donc, Borat retourne aux États-Unis pour essayer de redorer le blason de son pays, qu'il a gâché un peu dans le premier. C'est un film très, très marrant, mais aussi en même temps très touchant. C'est surtout le plus important dans le film, je pense, c'est une relation père-fille qui va se développer petit à petit. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et tout en gardant l'humour, bien sûr, l'humour de Borat. Autre film dans les mentions honorables, L'Adieu, qui est un film qui est sorti en début d'année et qui m'a énormément touchée sur l'histoire
d'une grand-mère qui va bientôt mourir, et donc du coup toute sa famille, y compris celle qui vit aux États-Unis, vient se retrouver en Chine pour lui dire adieu, mais ne doit pas lui dire qu'elle va bientôt mourir, parce que c'est quelque chose qui culturellement ne se fait pas. Et en fait c'est un film avec un sujet quand même très grave, mais qui comporte beaucoup d'humour. Et c'est un film qui m'a aussi touchée personnellement par rapport à des trucs assez personnels, et qui du coup... qui encore aujourd'hui est un film, quand j'y pense à la fois avec tendresse et aussi un peu avec tristesse, et c'est vraiment un film qui joue sur ces deux tableaux en permanence, où c'est très bien équilibré, et qui je pense c'est plutôt... je pense que quand on traverse un deuil, ça peut être une bonne idée de le voir. On va pas forcément bien le vivre, ce film, du coup, en le voyant à ce moment-là, mais je pense que quand on en ressort, on se dit, bah, ça m'a fait du bien. C'est un petit côté thérapeutique. Mention honorable également pour Adieu les cons d'Albert Dupontel. Donc Adieu les cons, ça raconte l'histoire d'une jeune femme jouée par Virginie Efira qui apprend qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, parce qu'on aime bien les films avec des gens qui sont atteints d'une maladie incurable. Et je sais pas si vous avez remarqué, c'est un truc un petit peu, ouais, parce qu'on aime bien s'ambiancer. Et du coup, elle va faire appel à en fait, elle a abandonné un enfant. Elle l'a abandonné contre son gré quand elle était jeune, et elle veut rencontrer ce fils qu'elle n'a jamais pu rencontrer avant de mourir, finalement. Et elle va donc rencontrer un employé de la mairie joué par Albert Dupontel, qui va l'aider à retrouver cet enfant. Et elle va se joindre à eux, un espèce de greffier aveugle joué par Nicolas Marnier, je sais même plus trop ce qu'il fait dans le film, mais voilà, c'est une espèce de trio improbable qui va se former et qui va essayer de retrouver l'enfant de Virginie Efira pour qu'elle puisse rencontrer son fils. Le pitch a l'air déprimant comme ça, mais ça ne l'est vraiment pas. C'est vraiment... c'est drôle déjà, c'est très drôle. C'est plein de fantaisie, de poésie presque, c'est une espèce de mini road trip un petit peu délirant comme ça. Et c'est surtout un film plein de tendresse, et c'est un film qui fait du bien, voilà. Alors Lucky Strike, c'est un film coréen qui a un concept tout bête. Un employé trouve une valise pleine de tunas, et donc du coup décide de l'embarquer. Et donc bien sûr en découlent toutes sortes de quiproquos, de situations rocambolesques et de rebondissements. Donc c'est tout bête finalement, mais ça marche parce que c'est efficace, c'est écrit de façon très très ciselée. Les acteurs sont tous très bons. C'est un film vraiment efficace qui fait beaucoup de bien. C'est voilà, faut pas s'attendre à un énorme film social parce que c'est pas le sujet, mais c'est vraiment un film bien fichu et un excellent divertissement. Et à la différence de ce qu'on a entendu en sortant de la salle, non, tous les acteurs de ce film ne se ressemblent pas parce qu'ils sont asiatiques. Arrêtez de dire ça. Queen and Slim, c'est un film qui est sorti, mais complètement de façon anonyme. Vous n'en aviez même pas entendu parler. Je savais même pas, ouais, qui nous en parle. C'est un film qui vous lâche pas, vous vous sentez vraiment mal en continu pour ces personnages qui sont en cavale, et qui est du coup une véritable critique de la situation entre les Noirs aux États-Unis et la police. Ça fait tout un écho à l'actualité qui s'est déroulé quelques mois plus tard, justement sur les très gros mouvements sociaux et puis qu'il y a pu avoir cette année. Et c'est un film passionnant pour justement comprendre les raisons des colères qu'il peut y avoir derrière Black Lives Matter, et je vous le conseille fortement. Donc La Bonne Épouse, c'est un film français qui se passe dans les années 60 et qui raconte l'histoire d'une école de ménagères. C'est des écoles qui ont vraiment existé, où en fait on envoyait les jeunes filles de bonne famille pour apprendre à devenir de parfaites petites mères au foyer. Et donc ça raconte l'histoire de la directrice de cette école, qui du jour au lendemain va perdre son mari, et qui du coup se retrouve complètement déboussolée, puisqu'en tant que femme au foyer, sa vie tournait autour de son mari, et qui du coup se retrouve d'un coup seule, et là arrivent les événements de mai 68, et du coup il y a un vent de libération qui va souffler sur cette école de parfaites petites ménagères, et tu vas la voir se libérer petit à petit, et s'émanciper, et prendre son envol. Le film est très drôle, la salle avait beaucoup ri, je me rappelle, j'en avais vu en avant-première, le casting est merveilleux. Juliette Binoche, quand elle raconte pas des conneries sur le coronavirus, c'est quand même une super actrice, et elle est vraiment à mourir de rire dans le film. Il y a Yolande Moreau, c'est toujours un plaisir, bien sûr. Il y a Noémie Lovski, qui est aussi très drôle, en bonne sœur, un petit peu frappadingue. Et il y a les élèves aussi de l'école, avec tout un tas de jeunes comédiennes très douées. Et il y a bien sûr, je vais y venir, Édouard Baird,
qui est, comme d'habitude, savoureux. C'est un petit film avec un petit message féministe, voilà, sur la libération de la femme dans les années 60, et c'est une bonne comédie que je recommande vivement. Alors moi j'ai envie de vous parler de The Prom, déjà parce que j'aime Ryan Murphy. Ryan Murphy, je t'aime. Donc il adapte une comédie de Broadway qui raconte l'histoire d'une lesbienne à qui on ne laisse pas le droit d'aller avec sa copine au bal de promo. C'est pas un grand film, même si la mise en scène est super chouette et que la photographie est très colorée. Et les chansons sont vraiment superbes. Je me suis retrouvé à écouter 4 fois l'album la semaine après avoir regardé le film. Le film, c'est juste un pur plaisir pour la communauté LGBT qui a son film, sa comédie musicale avec des thèmes. Donc des fois, c'est pas nuancé, mais on s'en fiche. Parce que le film, il est là pour un certain public. J'étais ce public. Je pense que maintenant, les LGBT, ils ont aussi le droit à leur petit film sans prétention, qui parle juste d'amourette, avec des chansons. Et merci Ryan Murphy. Je pense très sincèrement que le monde est plus beau depuis qu'on a des œuvres de Ryan Murphy. J'étais en larmes à la fin du film, mais bêtement. Et regardez The Prom, c'est sur Netflix, mais c'est bien. C'est cucu, c'est plein de bons sentiments, mais ça fait tellement du bien des fois. Parfois, t'en as besoin. Les hétéros, ils ont des films pleins de bons sentiments depuis des années, et ben nous on a aussi le droit à on ça. a le droit. Et enfin, dernier film dans cette catégorie, Antebellum, qui est un film, si vous ne savez rien sur Antebellum, n'allez rien voir sur Antebellum. La promo est horrible. La promo est affreuse. Tous les 4, on a eu la chance de voir Antebellum en n'en sachant rien. Et le truc, c'est que tous les gens qu'on connaît, qui connaissaient des choses sur Antebellum, n'ont pas aimé le film. C'est un film un peu horrifique, basé sur la guerre de sécession. Alors comme ça rend pas forcément du rêve, mais je vous assure, c'est super intéressant. C'est vraiment un film qui m'a pris au trip, qui m'a transporté. J'en attendais vraiment rien, je ne savais absolument pas ce que c'était, et j'ai adoré. Je vous le recommande. C'est pas un film qui va vous mettre bien, c'est pas un feel good pour le coup, mais c'est un film absolument fascinant. Et une de mes meilleures surprises de l'année. Je pense que c'est ma surprise de l'année. Ce qui est bien, c'est que ces 2 films qu'on a mis dans cette catégorie, tous les 4, on les a vus. Donc du coup, Monos, c'est le film qu'on a préféré avec Marie, et 1917, c'est le film que vous avez préféré tous les 2. On est très sectaires par couple. Enfin, c'est un hasard. Hein. Après, on a adoré 1917 aussi. Ouais. Ok, on a bien aimé Ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est que du positif. Eh ben, on va commencer du coup par le film qui est sorti en premier, donc on va commencer par 1917. Ok, donc 1917, un film de début d'année, qui a fait pas mal parler de lui. C'est un film en plan séquence. En séquence parce que il y a quand même quelques coupes, mais elles sont vraiment très discrètes. Ce qui reste techniquement reste incroyable. bluffant, ouais. Ça reste absolument bluffant. C'est un film magnifique dans lequel on est vraiment plongé. Alors déjà, ce qui est très surprenant, c'est que ni Julien ni moi ne sommes des adeptes de films de guerre. C'est même plutôt l'inverse. Ça nous fait chier. C'est pour ça que moi je le mets je le mets en premier, parce que le film a réussi à m'attraper. Enfin, j'ai été plongé dedans du début à la fin. Alors que c'est un film de guerre et que je déteste ça d'habitude. Je sais ce qui a pu être critiqué dans le film, c'est son côté un peu jeu vidéo, un peu cinématique on suit quelqu'un, on a envie de jouer pratiquement ce personnage. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, d'accord, ça peut ne pas plaire. Moi, c'est un peu ce qui m'a plu, c'est vraiment ce côté cinématique. Les cinématiques dans les jeux vidéo, c'est le truc beau entre 2 parties où t'es en train de jouer, quoi. Enfin, je veux dire... La meilleure partie du jeu, au final. Ouais, voilà, quand tu regardes, quoi. C'est moi la critique que j'ai eue, c'est que le film donnait tout dans sa mise en scène, en fait, et offrait juste du spectacle et n'avait pas vraiment de fond, machin. Ce que je trouve pas juste non plus, parce que au final, je crois que c'est une histoire qui est inspirée par vraiment le vécu du grand-père du réalisateur, de Sam Mendes, et c'est un truc qui lui tient un peu à cœur, qui est très personnel, en fait. Et puis, désolé, mais le cinéma, c'est aussi un art visuel. Aussi, Pourquoi est-ce qu'un film... Enfin, un film peut très bien se suffire d'être juste visuel, en fait. Je veux dire, il y a tellement de films où il se passe pas grand-chose, mais où c'est génial... ça arrive assez souvent quand même. Il n'y a pas besoin d'une histoire pour que. Puis il y a une histoire. En plus, il y en a une pour le coup là. Ça veut pas dire qu'il se passe pas grand chose. Moi, je m'excuse, mais je ne trouve pas que le fond de Full Metal Jacket soit forcément beaucoup plus poussé.
que celui de 1917. Hein. Qui ose critiquer Saint-Kubrick, je quitte cette... En vrai, toutes les critiques comme ça qu'il y a pu y avoir sur le film, je ne les ai pas comprises. Je me suis dit, je n'ai pas vu le même film que ces gens. Moi, je vais pas dire que je les ai pas comprises, tu peux les comprendre, en fait. Tu peux comprendre les gens qui vont trouver que l'histoire, juste, c'est un mec qui va aller d'un point A à un point B. Oui, bah, c'est comme les films de quête, quoi. Enfin... Là, quand vous critiquez Gravity pour la même raison, bah, c'est pas parce que c'est une histoire simple, c'est forcément simple. Bah, le Seigneur des Anneaux, ça a des gens qui vont d'un point A à un point B et qui reviennent en aigle. Bah alors. Oh, eh ben, c'est peut-être ça le problème, c'est que dans 1917, il n'y a pas d'aigle. Non, mais c'est un film qui est absolument sublime, les acteurs sont incroyables, parce que du coup, c'est quand même une sacrée performance à la fois de réalisation et d'acting de réussir comme ça. C'est quand même des plans très très longs. Enfin, c'est censé être un plan unique, mais bon, c'est une prouesse technique, ce film, absolument fabuleuse. Et faire du plan séquence avec autant de mouvements de foule, c'est ça. Il faut quand même pas se planter. Hein. Non, mais les mouvements de foule, les explosions, les mouvements il y a des de caméra. plans, je comprends pas comment il a fait. Il y a des plans, genre à un moment donné, quand il traverse moi, je me dis, mais comment il a fait ça, quoi, matériellement, comment il a fait, quoi. Puis il y a tout ce côté aussi où, au début, juste parce que c'est un film de guerre, mais au début, on est vraiment dans ce côté, bah, c'est la guerre, on est dans un camp et tout ça. Puis il y a un moment qui devient un peu féerique, à un moment, où c'est aussi la guerre, hein, mais ce côté où c'est la nuit avec les lumières et tout ça, mais c'est super beau. La photographie, comme dans chaque Mendes, c'est... Et puis là, tu sors complètement de ce côté guerre, t'es toujours dans la guerre. T'as toujours ce stress un peu que le mec se fasse attraper, mais c'est tellement beau que ça change, quoi, c'est complètement différent. Si vous n'êtes pas un adepte de films de guerre, allez-y. Allez-y quand même, parce que vraiment vous pouvez être sûr. C'est un truc à voir quand même. Ouais, c'est une expérience. Alors je pense que ça doit pas du tout être la même chose de le voir à la télé. Je pense que si vous l'avez pas vu au cinéma, vous allez perdre beaucoup. Comme par exemple nous avec Monos. C'est bien, ça nous fait mais quelle belle transition. Voilà. Et c'est la folie. J'explique que Monos, nous on a vécu l'expérience sur la télévision et où en fait on a passé le film à se dire je regarde de pas l'avoir vu au cinéma. Ouais. Monos, c'est un film qui parle de guerre. Parce qu'on aime la guerre. La guerre, la bagarre. C'est un film qui parle complètement d'enfants différent, soldats. Qui est complètement différent de 1917, qui parle d'enfants soldats. D'ailleurs, il y a un des acteurs qui joue dans le film qui a été lui-même enfant soldat. Comment décrire Monos? C'est pas facile à décrire Monos, c'est très sensoriel en fait. Atmosphérique. Ouais. C'est similaire à ce que j'ai vécu en regardant Les Garçons Sauvages. Non, je ne force pas. Mais c'est vrai, non mais c'est pas con ce que je dis parce que c'est vrai que moi en le voyant j'ai retrouvé un peu de ce que j'avais pu expérimenter devant Les Garçons Sauvages. Qu'à ce côté effectivement un peu à Sa Majesté des Mouches avec ces adolescents qui sont livrés à eux-mêmes dans la nature, qui retournent presque à l'état sauvage finalement. Et t'as cette ambiance qui est très particulière, qui est presque hors de... Ouais, t'as l'impression d'être dans un autre monde un petit peu. Et ça c'est aussi lié à la réalisation qui est vraiment magnifique, avec t'as des plans, enfin t'as des plans, ouais, où t'as cet aspect irréel qui ressort avec une superbe utilisation des lumières, des couleurs, et ça rend beau. Ça part d'une situation qui est horrible, qui est des enfants soldats, et ça arrive à partir de ça, à faire de belles images, à partir d'une réalité, à partir d'une réalité cruelle, à rendre le truc beau, ouais. Ben, j'ai pas grand chose à dire de plus, tellement Marie en a parlé de façon très pertinente. Donc, pour une fois, je vais me la fermer, en fait. Enfin. C'est rare. Non, après 3 ans de bilan ciné, enfin ils ont réussi à me faire fermer la gueule. Ça t'a coupé la chic. Voilà, Monos, c'est notre gros coup de cœur de l'année. C'est vraiment une expérience à vivre sur grand écran. Bon, sur petit écran, c'est très bien aussi. Non, c'était quand même très bien. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Le film est colombien, je sais pas si on l'a dit. Ça se passe en Amérique du Sud. Mais qu'est-ce qu'on a vu comme film d'Amérique du Sud cette année, dis donc. Et de qualité. Et bien voilà qui conclut cette vidéo top 2020. Maintenant, je vous encourage à aller regarder la vidéo flop, afin de voir tout ce qu'on a détesté cette année. Moins aimé. Détesté profondément, viscéralement. Avec un peu plus de haine dans votre vie. Retrouvez-nous dans la vidéo flop 2020. Oh là là, vraiment, le flop 2020... Le flop 1 va vous étonner. Donc, pour voir l'intégralité de nos top 10, cette fois-ci, c'est dans le générique. Et on se retrouve dans la vidéo flop. Oh
là, vraiment, le flop 2020... Ah, le flop 1 va vous étonner. Hein. Ah ouais. Caca. Caca, non, mais non, non, Belle tu fin. me Ça, c'est une bonne tu fin. me finis pas la vidéo là-dessus, tu me finis pas la vidéo là-dessus, je te quitte.